Après 4 ans, le Togo fait le bilan de sa performance sanitaire pour se lancer dans un nouveau programme. Et du rapport de 2015, il faut noter de réelles avancées dans la lutte contre le VIH-Sida, la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. À découvrir tout de suite dans ce journal. Une volonté politique et une ambition, telles sont les deux conditions pour gagner le pari de l'émergence de la femme, selon le ministre de la Justice à l'ouverture du Forum international sur le leadership féminin ce mardi à Lomé. Une rencontre qui rassemble les femmes de tous horizons pour miser sur leur participation dans le processus de développement du continent noir. Et puis Rio met les bouchées doubles pour les Jeux Olympiques. À 3 jours de l'ouverture de la grand-messe de l'athlétisme mondial, la capitale brésilienne est en sécurité maximale face à la menace terroriste. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Et nous ouvrons ce journal avec le nom à la une de tous les journaux et au cœur des débats ce mardi au Togo. Nakpa Polo, la nouvelle secrétaire d'État chargée des droits de l'homme au Togo. À 60 ans, l'ambassadeur représentant permanent de la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et autres institutions internationales à Genève est beaucoup plus connu dans les locaux de l'ONU en matière des droits de l'homme. Et par décret présidentiel hier, elle a été portée à la tête d'un département où elle aura à défendre les questions liées aux droits de l'homme dans notre pays. Qui est-elle? Son parcours avec Pierre Susupa. Nakpa Polo, chaleureusement accueilli dans son département. Un tête-à-tête, cela s'avère encore nécessaire avec son désormais collaborateur pour s'imprégner de la dimension du chantier qui l'attend. À 60 ans, Nakpa Polo est secrétaire d'État chargé des droits de l'homme auprès du ministre de la Justice et des relations avec les institutions de la République. Diplômée de l'Université de Lille 2, Nakpa est détentrice d'un doctorat nouveau régime en droit public. À son actif, un CV bien fourni inhérent aux questions des droits de l'homme. Membre fondateur de la Ligue togolaise des droits de la femme, directrice de la protection et de la défense des droits de l'homme, directrice générale des droits de l'homme de 1993 à 2011, Nakpa Polo est une professionnelle des questions juridiques et des droits humains. De 2011 à 2015, elle était ambassadeur représentant permanent de la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des autres organisations internationales à Genève. Dernier poste avant sa nomination. Pour beaucoup, sa connaissance des milieux des droits de l'homme reste un atout considérable pour faire profiter de ces expériences au pays et obtenir le soutien nécessaire pour l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit au Togo. 4 ans après le lancement du plan national de développement sanitaire du Togo, couvrant la période 2012-2015, le comité sectoriel de santé et VIH-Sida a procédé ce jour à la présentation des résultats de l'évaluation finale du dit plan. Et il ressort de cette évaluation finale que des avancées positives ont été enregistrées dans certains domaines comme la santé maternelle, la lutte contre le VIH-Sida, mais avec la mention « peut mieux faire » dans d'autres domaines. Les précisions avec Sylvain Abdou et Ramdan Bassina. Ces programmes perçus comme prioritaires étaient inscrits dans le plan national de développement sanitaire couvrant la période 2012-2015 au Togo. Il s'agit entre
autres de la lutte contre le VIH-Sida, la mortalité maternelle et néonatale, la mortalité infantile et infanto-juvénile, la lutte contre le paludisme, la tuberculose. À l'heure de l'évaluation du plan national, le comité sectoriel santé et VIH-Sida, les partenaires techniques et financiers, la société civile, la plateforme du secteur privé de la santé notent que des avancées ont été enregistrées dans certains domaines et dans d'autres, des efforts restent à faire. Les résultats de cette évaluation ont montré qu'il y a eu des progrès extrêmement importants en termes de réduction de la mortalité infantile et en termes d'amélioration de la situation des enfants dans le domaine en particulier de la lutte contre le paludisme, les maladies diarrhéiques, etc. Mais quand même qu'il reste encore des défis importants. Et les défis importants concernent particulièrement la réduction de la mortalité maternelle ainsi que le renforcement du système de santé. Et il est ressorti de cette évaluation des recommandations assez importantes qui concernent à la fois l'importance d'accorder plus de financement pour le secteur de la santé, et en particulier de la part du budget de l'État pour le secteur de la santé. En tant que partenaire technique et financier, nous félicitons le gouvernement du Togo pour tous les progrès accomplis et nous réitérons une fois de plus notre engagement de l'accompagner. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale s'est engagé ici à prendre en compte les remarques et suggestions pour une bonne exécution du plan national de développement sanitaire, ce qui se traduira dans les objectifs fixés au nouveau plan national de développement sanitaire pour la période 2016-2022, dont le lancement officiel a été fait ce jour. La prise en compte du passé et du présent permet d'entrevoir l'avenir auquel on tente d'élaborer un canevas destiné à peser sur le cours des événements. Tel est l'essence de la planification. Voilà pourquoi le gouvernement togolais, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de santé adoptée en 2011, a élaboré un plan de développement sanitaire de 3 ans, déroulé en plan d'action annuel. Une évaluation finale s'imposait une fois ce plan arrivé à terme, afin d'en orienter un autre pour les 7 prochaines années dans le cadre des ODD, en phase avec l'empreinte sociale affectée par le chef de l'État à son présent mandat. De l'analyse de ce plan, il ressort qu'il s'est soldé par l'obtention d'une médaille d'argent, prélude à la médaille d'or, objectif qu'il convient d'affecter au plan 2016-2022. Cette médaille d'or sera la résultante d'un renforcement des acquis, notamment de l'objectif 3 des ODD, d'une consolidation de la lutte contre les maladies tant transmissibles que non transmissibles, d'une promotion de l'équité, tant dans l'accessibilité géographique que dans l'accessibilité financière des soins. Lentement mais sûrement, le Togo poursuit ses efforts dans l'atteinte des objectifs de développement durable ODD et ceux de la SCAP qui font du capital humain, de la protection sociale et de l'emploi des axes prioritaires dans les programmes et politiques de développement. Au terme de la mise en œuvre du plan national de développement sanitaire 2012-2015, on l'a compris, et des performances ont été enregistrées dans presque tous les domaines sanitaires. Et le gouvernement togolais veut renforcer cette politique pour relever d'autres défis à venir. Et il a initié donc à l'issue de ce plan un nouveau, couvrant la période 2016 à 2022. Quels seront donc les domaines d'intervention de ce nouvel outil et à
quoi va servir concrètement ce document qui va être élaboré? Les réponses avec Sylvain Abdou dans le tout premier dossier de cette édition. L'élaboration du nouveau plan de développement sanitaire traduit l'engagement de l'État togolais à améliorer davantage et sensiblement le système de santé au Togo. Ce plan prendra en compte plusieurs indicateurs pour renforcer la gouvernance, le leadership ainsi que le partenariat public-privé. Il va couvrir une période de 6 ans allant donc de 2016 à 2022. Pour le ministère de la Santé et de la Protection sociale, l'opérationnalisation de cette nouvelle politique va permettre de renforcer les efforts sur le terrain et va servir de guide pour mieux orienter toutes les actions de ce département. Le nouveau plan national de développement sanitaire sera la boussole du ministère de la Santé en ce qui concerne toutes les actions du domaine de la santé qui seront mises en œuvre à partir du ministère. Ce sera également un document stratégique pour nous, puisque tous les partenaires techniques et financiers, tous les partenaires de la société civile et le secteur privé de soins de santé au Togo devront désormais s'aligner sur ce plan stratégique que nous allons élaborer et qui sera prêt, nous l'avons dit, qui sera prêt d'ici à fin septembre 2016 pour une mise en œuvre immédiate 2016-2022. Partenaires techniques et financiers, société civile, acteurs en charge des questions liées à la santé et à la protection sociale sont mis à contribution pour l'aboutissement de ce nouveau plan stratégique décliné en plusieurs axes. Cela va couvrir des domaines classiques comme la mortalité maternelle et néonatale, la mortalité infantile et infanto-juvénile, les maladies transmissibles, le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies transmissibles, les maladies non transmissibles, l'hypertension artérielle, le cancer, le diabète et autres maladies non transmissibles qui sont aujourd'hui un véritable problème de santé publique pour nos États. Cela va couvrir essentiellement les aspects de gouvernance, de leadership du ministère de la Santé. Cela va couvrir également les aspects des urgences sanitaires et des nouvelles maladies émergentes, comme on l'a vu il y a quelques mois avec la crise de l'épidémie de méningite que nous avons connue, avec les suspicions de fièvre de la SARS que nous avons connues, avec la crise de l'épidémie à maladie de virus Ebola qui a été, disons, jugulée en Afrique de l'Ouest. Tous ces aspects-là seront partie intégrante du nouveau plan national de développement sanitaire 2016-2022. Avec cette politique, c'est une nouvelle étape qui vient d'être amorcée par le gouvernement dans le renforcement du système de santé au Togo ces dernières années. C'est donc un processus initié au terme de la mise en œuvre du plan national 2012-2015 et dont les résultats restent encourageants selon les indicateurs. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC face aux exploitants de vidéoclubs, des projectionnistes de football en direct. C'était ce matin au siège de l'institution à Lomé pour échanger sur les principes qui régissent ce secteur d'activité et les amener les acteurs à se conformer aux normes et règlements en vigueur. Ce fut une prise de contact entre les acteurs du secteur et les membres de la RAC en présence du ministre en charge de la communication Guy Madjé et Lorenzo. Le compte rendu de la rencontre avec ce commentaire de Antoinette Komao. On va voir. D'une manière anarchique, les vidéoclubs et les affiches publicitaires s'installent sans aucun contrôle. Avec l'avènement de Canal Sat, s'est développée une autre activité, la projection du football en direct
parallèlement à l'exploitation des vidéoclubs. Or, l'exploitation de ces centres est soumise à une autorisation et réglementation préalable accordée par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ACT. Pour des raisons qu'on ignore, ces exploitants continuent de s'installer sans se conformer aux normes. C'est pourquoi, dans sa prérogative de veiller à la protection des valeurs et des mœurs, ainsi que de l'éthique culturelle, la HAC s'engage à sensibiliser les exploitants sur les lois et les règles en vigueur. Il s'agissait pour nous d'attirer l'attention de tous sur les lois existantes afin que chacun des promoteurs de ces différents secteurs se mette en règle avec l'institution que nous incarnons pour donner une plus grande visibilité des actions que ces agences de production mènent dans notre pays. Nous réfléchissons sur faut-il que dans chaque vidéoclub qui est en règle avec la haute autorité, le ministère de l'Intérieur, faut-il qu'il y ait un agent de sécurité pour contrôler le flux de personnes qui visitent ces vidéoclubs. Ce sont des questions sur lesquelles nous discutons pour trouver une réponse. Le Togo s'emploie à disposer d'un code du cinéma et de la publicité afin de réglementer davantage ce secteur. Nous sommes en train de préparer avec sous l'égide de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication un code du cinéma. J'espère que d'ici la fin de ce mois, il sera prêt à être discuté en Conseil des ministres. De la même manière, nous travaillons sur un code de la publicité. Je pense que avec le respect de l'éthique, de la déontologie et de la réglementation en vigueur, ce n'est pas un carcan. Au contraire, ça vous permet de vous mouvoir, de créer, tout en étant protégé par la réglementation de votre pays et obtenir également le respect de vos pairs. Il faut que les vidéoclubs reviennent à ce qu'ils auraient toujours dû être. Un endroit où on va chercher de la culture. Il s'agira de répertorier les centres d'exploitation des vidéoclubs, contrôler le contenu des films à diffuser. Le syndicat des projectionnistes de football en direct compte ensemble avec la HAC à mener leurs compères à se conformer aux normes pour asseoir un secteur plus compétitif. À noter également dans l'actualité la suite de la 6e mission de suivi et d'appui de la Banque mondiale du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. La délégation d'experts s'est rendue sur le terrain pour constater de visu les réalisations faites et les évaluer. La visite a été effective dans la région maritime, précisément à Lomé et à Tchévier. Le compte rendu avec Charlotte Monsimet. Retenu d'eau de Tokwintamé, premier site de visite de cette délégation de la Banque mondiale venue évaluer les résultats du PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Ici, une bâche est en cours de construction. Elle servira à contenir le surplus d'eau en cas de débordement, grâce à la pompe qui y sera installée. Dès qu'il y a des pluies, on déclenche la pompe qui est logée là-bas et ça permet d'évacuer les eaux. Et ces eaux vont se rejeter au niveau du canal qui longe les rails au niveau de Badago. Et ensuite, ça va poursuivre son chemin jusqu'au système lagunaire et après ça va jusqu'à la mer. En
Environ 90 millions de francs CFA ont été débloqués pour réaliser cet ouvrage qui fonctionnera grâce à un système automatique. Cap ensuite sur l'état-major général des forces armées togolaises. Ce site abrite la caserne des sapeurs-pompiers. Une volonté manifeste du gouvernement qui, compte tenu de la densité de la population, veut accélérer, faciliter et améliorer l'intervention de ce corps en cas de sinistre. Il y a un besoin en termes d'assistance qui s'accroît. Donc il faut penser maintenant à rapprocher les services de protection civile vers les populations. Donc à cela, nous saluons le projet. Ces casernes sont également en construction dans les régions des plateaux, centrales et des savanes. Là, précisément, les travaux ont accusé un retard, selon la délégation. Dernier point d'évaluation. Cette voie traverse plusieurs quartiers de la commune. En saison pluvieuse, elle devient impraticable. En période de pluie, la situation devient invivable, surtout dans le quartier où nous sommes. Voilà, c'est ça même qui nous a conduit à penser à ce projet. La mairie de Tchévié, à l'heure où nous sommes, regorge bel et bien de techniciens de taille qui se sont penchés sur ce projet et l'ont bien écrit. Et comme solution, la construction des caniveaux, un travail communautaire, une main-d'œuvre locale déterminée et engagée. Et on est très content de contribuer au développement de notre commune. Bon, on est là, le travail, tout se passe bien. Donc merci à la mairie de Tchévié et merci aux partenaires qui ont pu financer ce projet-là. Un dynamisme qui témoigne de l'appropriation et de la pérennisation des réalisations, ce qui conforte et rassure les partenaires. De façon générale, nous avons remarqué que les activités se déroulent normalement et nous avons été agréablement surpris, surtout sur le lieu où nous nous trouvons ici à Tchévié, de la mobilisation extraordinaire, en commençant par monsieur le maire de la ville de Tchévié, et les chefs des quartiers qui sont concernés, les 3 quartiers qui sont concernés, et la population, les ouvriers qui travaillent. Une fois les travaux finis, le tronçon sera rechargé et aménagé. Avec le PGICT, plusieurs actions ont été capitalisées. Des ambulances, motopompes et Zodiac réceptionnées. Le système d'alerte précoce mis en place. Des projets de reboisement et de préservation des forêts sacrées réalisés. Le projet prend fin en juin 2017. Et outre l'action de partenaires internationaux, les initiatives locales se multiplient également en faveur des populations pour leur mieux-être. En témoignent les infrastructures sanitaires qu'a réalisé le parti politique Union pour la République UNIR. Estimé à plus de 20 millions de francs CFA, les infrastructures sont situées à Legbasito et à Goué-Nivé. Gérard Lagodou, Nathalie Paneke. Un bloc de latrine communautaire de 6 cabines à Agoy-Nivémé, une table d'accouchement, un lit d'examen et un autre bloc de latrine pour l'unité de soins périphériques du canton de Legbasito. Le tout financé par le parti politique Union pour la République pour ainsi relever les défis qui s'imposent dans ces localités. On avait besoin vraiment parce que le quartier Nivé, c'est un vieux quartier, donc il n'y avait pas d'aide dans les maisons. Il a fallu qu'ils font des besoins à surtout les rails, le long des rails. Quand on fait les balayages publics, vraiment ça nous gêne. On voit des déchets dans les plastiques, ça nous donne tellement de travaux. Donc cela nous a vraiment émerveillés. Ça vient juste soulager la difficulté que vivaient les personnels
et même les patients. La table d'accouchement est la bienvenue pour quand même soulager les femmes enceintes. Réalisé par l'Agence nationale d'appui au développement à la base d'ANADEB, ces ouvrages d'assainissement viennent répondre aux attentes des populations de ces zones. En clair, c'est pour résoudre le problème d'insalubrité et offrir les meilleures conditions d'accouchement aux femmes. La santé de la femme étant une préoccupation pour le gouvernement, il est du devoir de chaque citoyen, de chaque regroupement, de chaque parti de contribuer à tout ce qui se fait dans ce sens-là. Hier, c'était la journée de la femme africaine. C'était pour nous une belle occasion de remettre aujourd'hui ces ouvrages en guise de contribution à la lutte pour améliorer l'environnement vital de la femme de façon générale et celui des populations. C'est donc pour répondre au mandat social du chef de l'État que le Parti UNIR a réalisé ces ouvrages à travers l'ANADEB, une structure qui, depuis sa création en 2011, s'est engagée dans la démarche inclusive de lutte contre la pauvreté en facilitant l'accès des populations vulnérables aux besoins fondamentaux de base. Je vous le disais également en titre, le Forum international des pays francophones d'Afrique sur le leadership féminin a ouvert ses portes ce mardi matin à Lomé. Les participantes auront à réfléchir sur les mécanismes idoines à adopter pour promouvoir la femme et le respect de ses droits fondamentaux pour l'émergence des pays africains. Pendant 4 jours, Lomé, la capitale, sera le point de ralliement de toutes les femmes qui, par leurs actions, ont impacté positivement leur milieu. Cette rencontre d'échange a été ouverte par le ministre en charge de la Justice en présence d'une invitée de marque, l'ancienne présidente de la transition centrafricaine, Catherine Samba Panza. Le compte rendu avec Lucassi et Sylvia Abdou. Les femmes représentent 52% de la population africaine et contribuent énormément à l'évolution des sociétés au sein desquelles elles évoluent. Malgré cela, elles sont en proie à des violences de nature à porter atteinte à leurs droits fondamentaux. On peut citer les discriminations faites à leur égard et le mariage forcé. Le Forum international des pays francophones d'Afrique sur le leadership féminin s'impose comme un des instruments efficaces pour la promotion de leurs droits. Ce que nous mettons dans le concept leadership, c'est la capacité pour une femme de pouvoir avoir la parole, de pouvoir influencer son milieu pour obtenir des résultats dans un court délai donné, et cela pour atteindre l'objectif. Elles doivent prendre conscience de leurs droits, s'assurer que ce qu'elles font, c'est pour le bien de l'humanité. Elles doivent savoir que sans elles, il n'y a pas d'humanité. L'invitée de marque à ce forum panafricain, Catherine Samba Panza, la présidente de la transition centrafricaine en 2014, appelle les femmes à être plus audacieuses pour impacter positivement leur milieu. J'ai pu y parvenir grâce à l'appui de beaucoup de femmes, grâce à la vision que j'avais pour mon pays, grâce à mon engagement personnel et grâce à ma détermination. Mais il est important de partager cette expérience. Face aux difficultés, on hésite à s'engager. On n'a pas confiance en soi. On a peur des défis. On a peur des jugements des autres. On a peur de l'échec. Et on se dit, est-ce qu'on pourra réussir la mission? Mais il vaut mieux s'engager, y aller, se faire confiance à soi
et faire confiance aux autres. La femme s'impose de nos jours comme un acteur plus que sérieux à prendre en compte pour le développement de l'Afrique. Et pour cela, elles doivent être au centre des politiques sociales, selon le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, représentant le chef de l'État à cet événement. D'importantes opportunités d'investissement se multiplient dans les secteurs à forte croissance. C'est ce que prédisent les prévisions des institutions financières internationales. Mais aucune de ces perspectives optimistes ne saurait se concrétiser sans le travail. Sans le travail de tous, des hommes, mais aussi et surtout des femmes, parce qu'elles constituent aujourd'hui un maillon incontournable. Cette plateforme d'échange entend promouvoir les femmes et leur permettre d'avoir accès plus facilement à toutes les opportunités qui favorisent leur éclosion et leur émergence. La délégation à l'organisation du secteur informel d'ADOSI multiplie ses actions en faveur du monde informel. Et dans la région centrale, elle vient d'initier une vaste campagne d'établissement de cartes nationales d'identité aux acteurs de ce secteur. Le compte rendu avec la marque Podiona. Le nombre des analphabètes a du mal à diminuer en Afrique et l'alphabétisation des adultes est toujours à la traîne, selon le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous, étude menée entre 2013 et 2014. Pour l'ONG PAX et les organisations de la société civile, membres du réseau Pamoja Togo, il urge que les États augmentent le budget. Toutes nos excuses, quelques soucis techniques, je vous annonçais donc la grande campagne d'établissement de cartes nationales d'identité des acteurs du monde informel organisée donc par la DOSI, la délégation à l'organisation du secteur informel. Et de ce côté, la correspondance de la marque Podiona. Beaucoup de Togolais éprouvent des difficultés à se faire établir les pièces d'identité. Consciente de cette situation, la délégation à l'organisation du secteur informel a entrepris de faciliter la tâche aux acteurs membres des mutuelles partenaires. La DOSI a sollicité les services de la direction de la documentation nationale pour une opération foraine d'établissement des cartes d'identité nationales à ce codé. Je remercie la DOSI qui m'a permis de faire ma carte d'identité. Prochainement, je peux faire librement mes activités. Le secteur informel participe pour beaucoup au produit intérieur brut en offrant la possibilité aux acteurs de ce secteur de s'établir les cartes d'identité. La DOSI entend leur faciliter l'accès des marchés internationaux. C'est vrai que le besoin est très cuisant sur le terrain, mais nous privilégions toutes celles-là et ceux-là qui font partie de notre fichier, de nos répertoires, c'est-à-dire les acteurs qui ont effectivement formalisé leurs adhésions, pour leur permettre de bénéficier de ces services qui font partie de la mission de la DOSI, à savoir faciliter aux acteurs l'obtention des pièces administratives. Cette opération foraine va durer une semaine et se déroule au siège de la DOSI. Ce codé est la troisième étape après celle de Kara et d'Apaon dans la partie septentrionale.
Direction maintenant Rio, le Brésil, où la capitale se prépare à accueillir les Jeux olympiques. Et à 3 jours de l'ouverture de la grande messe de l'athlétisme mondial, vous allez le voir, la capitale brésilienne est sous haute tension, en sécurité maximale face à la menace terroriste qui plane. 3 jours de l'ouverture des Jeux, Rio soigne ses derniers préparatifs. Entre le village olympique et la plage de Copacabana, la ville s'apprête à accueillir plus de 10 000 athlètes et près de 500 000 touristes étrangers. Un événement sportif mondial sous haute surveillance, dans un contexte de tensions politiques dans le pays et de menaces terroristes. Les autorités brésiliennes l'ont annoncé, elles vont devoir s'appuyer sur les forces de leurs alliés. Nous avons un groupe de services spéciaux, composé de policiers brésiliens issus de différentes agences, militaires, civiles ou fédérales. Interpol est également présent ici, assisté de personnes qui ont une certaine expérience du renseignement, comme la police américaine, française, belge, toutes les forces étrangères capables de gérer la menace terroriste internationale. Avec plus de 15 000 kilomètres de frontières à surveiller, la sécurité est un immense défi, y compris dans les aéroports. Là encore, le gouvernement brésilien se veut rassurant. Le dispositif de filtrage des voyageurs étrangers serait performant. Nous avons eu un premier cas la semaine dernière à Sao Paulo. Une personne est arrivée d'Angleterre, mais elle était de nationalité qatari et elle avait un mandat d'arrêt britannique. Dès qu'elle a posé le doigt sur le dispositif, l'information a été confirmée et elle a été immédiatement renvoyée. Les autorités brésiliennes se disent vigilantes, d'autant que 11 individus soupçonnés de préparer un attentat pendant les JO ont été arrêtés il y a 2 semaines. 85 000 policiers et militaires seront déployés sur le territoire pendant toute la durée des Jeux. Retour sur le continent et direction Abidjan, en Côte d'Ivoire, où s'est déroulé le tirage de la 22e édition de la tranche commune Entente 2016. C'était du 25 au 30 juillet dernier. Et notre pays, le Togo, a totalisé 6 millions de francs CFA dans 2 séries et 4 tirages. Le compte rendu avec Aruna Lardja sur un commentaire de Pierre Soussouba. Véritable outil d'intégration africaine, la tranche commune Entente 2016 a tenu toutes ses promesses avec beaucoup d'innovations, notamment le tirage informatisé des numéros gagnants des parties sécables des tickets. La grosse cagnotte mise en jeu est estimée à 57 500 000 francs CFA répartis en 30 lots allant d'1 million à 10 millions de francs CFA. Après 2 heures d'horloge et de suspense, le public a décidé du sort des gains des 5 pays. Le Burkina Faso, avec ses 5 séries, remporte 20 500 000 francs CFA, suivi du Bénin, le plus chanceux qui a tiré le maxi gros lot de 10 millions de francs CFA, totalisant du coup 16 millions de francs CFA avec 3 séries et 6 tirages. Le Togo, tout comme le Niger, avec 2 séries et 4 gagnants, remporte 6 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, s'en sort avec 9 millions de francs CFA. Cette semaine d'intégration entre le Togo, le Burkina Faso, le Bénin, le Niger et la Côte d'Ivoire a été marquée par des œuvres sociales et des échanges d'expériences. Du programme extraordinaire régional de 57 500 000 francs CFA au lot instantané en passant par les œuvres sociales, ce fut une grosse cagnotte de 629 millions de francs CFA distribuée au sein des pays du Conseil de l'Entente. La 22e édition s'achève ainsi et la Côte d'Ivoire passe le témoin au Bénin
pour la 23e édition. Rendez-vous donc l'année prochaine à Cotonou. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté d'Abomey Calavi au Bénin. Au revoir.